N'ayons pas la malédiction du Congo, c'est-à-dire de n'avoir que le potentiel. Le potentiel, c'est quelque chose qu'on a mais qu'on n'exploite pas. En physique, il existe ce qu'on appelle l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Tout ce qui met les choses en mouvement, c'est le cinétique. Ce qui permet au potentiel de transmettre de l'énergie et finalement créer de la richesse. C'est-à-dire qu'il faut qu'on bouge. Mon invité du jour a travaillé sur d'énormes projets de construction en République démocratique du Congo. Il a aussi contribué à la construction de la Sorbonne à Abu Dhabi. Et tout ça grâce à l'appel de l'ange. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter ? Et bonsoir, je m'appelle Théo Patrick Mounzemi. Je suis né le 4 janvier 1979 à Bruxelles, d'une fratrie de 3, dont je suis le dernier, le cadet. Et j'ai 2 grandes sœurs que j'affectionne énormément. L'appel de l'ange, on en parle ? C'est quand tu veux, ouais. L'appel de l'ange, c'était en ma première année au Maroc. J'étais étudiant dans des conditions assez difficiles, hein, c'était assez particulier. Alors, je me rappelle le Maroc était devenu un pays cinématographique. Donc, du coup, on aimait beaucoup les étrangers, surtout les Africains de l'Afrique subsaharienne, donc les Noirs, pour pouvoir faire des figurations. Alors, étant étudiant, on a décidé de postuler avec des amis parce qu'on avait besoin de sous. Il n'y avait pas de job au Maroc, on étudiait seulement et c'était difficile. On y arrive et je pense que c'était mon tour de passer. Mais il y a quelqu'un qui est venu me voir qui me dit « Écoute, dans 1 heure, il y a ta mère qui va te rappeler. » Donc du coup, j'ai dû vite rentrer à la maison parce qu'il n'y avait pas de portable à l'époque, hein, c'était des téléphones fixes. Je rentre vite et le coup de fil passe. Quand je reviens, mon tour était passé. Et du coup, tous ceux qui avaient réussi le casting, ils sont plus allés à l'université. Et moi, j'ai pu continuer mon école et devenir ingénieur. Alors, vous l'avez reconnu, fils de Papa Wemba, frère et ami de Fally Ipupa, mais aussi petit frère de JB Mpiana. Qui est Patrick Mounzemi aujourd'hui, dans la vie de tous les jours? Quel est ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Bon, j'ai pour habitude de m'amuser un peu, à dire à tout le monde, entre 7h et 19h, je suis Théo Patrick Mounzemi, un ingénieur qui fait beaucoup de projets, ingénieur électricité de base, de formation. Je fais les techniques spéciales, tout ce qui est électricité, climatisation et plomberie, dans tout type de bâtiments, résidentiel, hôpital, hôtel, tout ce qu'on veut. Et après 19h, je suis Patrick Bakala. Voilà. Là, c'est mon petit nom, c'est mon côté bantou, mon côté fun. Voilà, c'est ce juste équilibre qui fait ma personne. On va y arriver, c'est le but de ce podcast, de cette conversation. Congo Mindset, donc c'est un podcast qui a pour objectif d'inspirer, d'échanger, mais surtout de transformer les mentalités grâce à des échanges avec des personnalités qu'on a identifiées comme étant des modèles dans notre société et qui ont une capacité, j'ai envie de dire, d'apporter un plus aux autres, mais surtout par leur parcours. Et merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Et c'est la raison pour laquelle, Patrick, tu es avec nous aujourd'hui. Alors, je voudrais, avant d'arriver justement à tous les détails de ce qui a construit ta personne aujourd'hui, que tu nous parles de comment est-ce que tu commences ta vie de Bruxelles à Kinshasa. Comment était cet enfant? Est-ce que tout a été rose pour toi? Est-ce que tu avais un chemin tout tracé pour finir ingénieur et travailler sur des gros projets? Comment ça commence? Comment tu commences ta vie? Ok, moi j'aime bien le mot équilibre en fait. Hein. Donc je suis né cadet certes d'une famille avec 2 grandes sœurs. Maman, c'était le côté discipline. Papa, c'était le côté un peu lâcher prise. Donc rigueur, donc bâton et un peu lâcher prise, bâton et un peu lâcher prise. Ce qui m'a permis justement d'être, je pense, assez équilibré et discipliné surtout. Donc né à Bruxelles, je fais toute mon école maternelle là-bas. Mes parents décident de revenir à Kinshasa où je commence mon école primaire au Lupio. Je fais de la première à la 5e. 6e primaire, je vais au collège Boboto et c'est là où je termine en maths physique. Donc, d'où d'ailleurs ma formation d'ingénieur après, parce que j'avoue que j'adore les maths et la physique, où j'ai pu terminer avec 75%. Au collège Boboto, c'était pas mal. Après là, je suis parti comme boursier au Maroc,
où j'ai fait mes écoles d'ingénierie du bâtiment. Bruxelles, naissance, retour à Kinshasa, Loupio, Collège Moboto, ensuite études universitaires au Maroc. Ouais. Tout de suite, je vois un parcours scolaire important. Donc les études avaient une importance dans ta vie, dans ta famille. C'était une norme, c'était une obligation. Est-ce que tu savais pourquoi tu faisais des études ou c'était parce que tout le monde devait aller à l'école? Est-ce que ça revient à dire que ceux qui ne sont pas allés à l'école ont moins de chances de réussir que ceux qui sont allés à l'école? Je ne vais pas aller jusqu'à dire ça parce que c'est vrai. Après, ça serait pas cool de dire ça, ça serait pas contemporain de dire ça. Mais je répète, pour moi, l'école est un atout. Ça veut dire, si un atout peut donner un avantage, peut-être, mais il n'est pas dit que si vous avez un atout, vous allez forcément réussir. Non, c'est pas pas du tout. Après, on en connaît des success stories, des gens qui n'ont pas fait forcément de grandes écoles. Bon, bah après, elles sont à compter. Et en plus, si on les connaît, c'est parce que c'est assez particulier. Et que normalement, c'est une question de normes. Et d'ailleurs, le pouvoir aujourd'hui, la politique aujourd'hui, on veut tout faire pour que l'école soit gratuite. À votre avis, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir donner justement ces atouts à tout le monde. Donc l'école, c'est important, c'est structurant. Excellent. Alors, donc cette enfance dans laquelle les études sont importantes, on le ressent aujourd'hui dans votre parcours. Tu es quelqu'un que je connais particulièrement et je sais que l'instruction revêt une importance particulière dans ta vie. Donc, de ton enfance à Bruxelles, école maternelle, à Kinshasa, qu'est-ce qui te marque le plus dans la transition? Et qu'est-ce qui fait que tu continues dans cet élan d'excellence finalement? Est-ce que c'est l'école ou c'est la famille? Je pense que c'est les deux à la fois. Le cocon familial d'abord, parce que qu'on se le dise, l'éducation, c'est la famille. L'école, c'est l'instruction. Bien qu'en Afrique, et j'apprécie beaucoup, l'école éduque aussi. Parce que, rappelez-vous, quand on était jeunes, on nous chicotait, on nous frappait, ça fait scandale aujourd'hui, mais moi, je remercierai toujours ma prof, le professeur Kachama, 5e primaire, qui nous donnait des coups de chicotte quand on était indiscipliné. Moi, ça ne me dérange pas forcément. Bien sûr, ça ne va pas faire mode aujourd'hui, mais je pense que c'est important, aussi bien à la maison que dans l'école, d'avoir ce process de discipline qui se calque, au fait, qui se complète, du coup. Tes parents, à ce moment-là, quel rôle ils jouent dans ta construction? Est-ce qu'ils t'inscrivent dans un projet? Ils te mettent la vision qui va avec la rigueur qu'il faut avoir à l'école, ou ils t'encouragent juste à être excellent? Je pense que c'est plus un encouragement. On n'est pas trop du genre, tu dois devenir médecin, tu dois devenir ceci, ou bien voilà, non. Il n'y a pas de projet, il y a un accompagnement. Moi, j'appellerais plus ça comme étant un accompagnement. Et d'ailleurs, c'est une philosophie que moi, j'ai gardée. C'est-à-dire qu'on accompagne les personnes. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est fondamental. Et l'accompagnement, encadré par la discipline, par la rigueur. Des fois, c'est du laisser-aller aussi pour lâcher prise, pour voir si vous savez nager, bien apprendre par vous-même. C'est important. C'est le jeu des équilibres. Et en tout cas, je remercie le bon Dieu d'avoir eu les parents que j'ai eus. Donc, encouragé, accompagné par tes parents, bonne instruction scolaire, départ pour le Maroc. Gros changement dans ta vie. Est-ce qu'il y a des perturbations à ce moment-là? Est-ce que la liberté te tourne la tête? Est-ce que tu découvres l'amour, les femmes, l'alcool peut-être? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Donc Patrick se retrouve seul au Maroc. Oui, c'est vrai, gros bouleversement, gros changement, pas forcément côté péjoratif, mais de toute façon, ma première cuite, moi, je l'ai eue devant mes parents. C'était à une Noël, c'était un oncle que j'affectionnais énormément, qui était pilote et qui est décédé malheureusement, qui m'avait donné mes premiers verres de vin. Et j'étais vraiment pété devant mes parents et même ma mère, elle en rigolait, mais bon bref. Partir au Maroc, c'était plutôt le choc culturel. C'est-à-dire qu'on vient d'un pays où, belle ambiance, il y avait des kermesses et compagnie et tout et tout. On arrive dans un pays musulman où je vois certaines femmes qui sont voilées. On ne peut pas serrer la main aux femmes, on ne sait pas faire la bise. C'était assez compliqué. C'était plutôt le choc culturel plutôt que le choc de discipline. Parce qu'après, comme j'arrête pas de dire que l'équilibre a toujours été... Moi je n'ai pas commencé à sortir une fois dehors. C'est depuis
pardon, ma quatrième secondaire, que moi je sortais déjà, je partais en kermesse avec la bénédiction de mes tantes, de ma mère, bon voilà, de mon père, il n'y avait pas de problème, on pouvait sortir, on pouvait aller à des fêtes, à des kermesses, à des trucs et tout, tant qu'on ramenait des bonnes notes. Ah, encore ça c'est important. Et à ce moment-là, donc, tu es toujours bon élève quand tu arrives, ton parcours il est toujours irréprochable. Bon élève, certainement, mais j'avoue que j'ai eu un gros choc parce que le Maroc, oui, c'est un monde où les gens étaient très, 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 très bons en mathématiques. J'ai eu un très, 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 très gros choc. Mon premier semestre, ma première année, j'avais pas eu la moyenne. Et c'était la première fois de ma vie que j'ai un échec parce que dans tout mon parcours scolaire, je n'ai jamais fait de repêchage. Que ce soit de la première primaire à la dernière année de secondaire, jamais. Mais là, mon premier semestre, je ne l'avais pas eu. Parce que tout ce choc-là, c'était compliqué. Déjà, vous arrivez, on habitait à 6 dans un petit appartement. Il fallait comment on appelle, à l'université, on partait à pied, on marchait pendant plus d'une heure. On n'avait pas, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les GSM pour avoir des sous. C'était tout un problème. Il fallait aller trouver un endroit pour pouvoir appeler les parents. Les parents devaient aller envoyer des sous d'abord en Europe, pour nous envoyer des mandats postaux. C'était assez compliqué. Et à mon avis, c'était tout cet environnement qui a fait une forme de stress. Mais après, Dieu merci, avec les bases que j'avais, je me suis ressaisi. Et le deuxième semestre était très, très, très bien. Ouais. Donc, très beau parcours aussi. Donc, je veux dire, très belle transition entre la RDC et le Maroc. Mais juste avant que tu arrives au Maroc, t'installer pour tes études, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'emmène vraiment dans ce pays-là? Pourquoi tu fais ce choix-là? Parce que je me rappelle, il y a quelques années, tout le monde voulait aller en Belgique, tout le monde voulait aller aux États-Unis, tout le monde pensait à d'autres pays, enfin très peu l'Asie, mais c'était ça les destinations. Mais qu'est-ce qui t'emmène au Maroc? Alors, c'était vraiment faute à... Je ne sais pas si c'était... Finalement, après coup, on dirait que c'était un beau coup de chance, mais je suis diplômé... J'ai fait mon examen d'État, donc le bac, en 1997. Non, 98. C'était juste quand l'AFDL est arrivé, en 1997. À ce moment-là, je pense que vous vous rappelez tous que la RDC et l'Occident n'avaient pas de très très bons rapports. Donc, les démarches étaient devenues pratiquement impossibles pour aller en Europe. Et il est tombé comme par miracle des bourses qui venaient du Maroc. Et c'est passé aux infos. Ma mère aussi avait eu l'information bien avant parce qu'elle travaillait à la primature à cette époque-là. Non, à la présidence plutôt, à l'époque de l'FDL. Donc elle était au courant de ça. Elle m'a dit, bon Patrick, soit tu fais l'UNIKIN, l'UPC, ou bien tu vas au Maroc. Je me suis dit que moi, je devais prendre l'avion et partir pour changer un peu d'air. Et finalement, on décide de partir au Maroc et je vais au Maroc. Et tu y vas déjà en tant que bacala ou tu y vas en tant que Théo Patrick, l'intello qui a fait le collège Boboto? Parce que finalement, on voit ces deux personnages cohabiter parfaitement dans la même personne. Tu y vas comment? Qui es-tu au moment où tu y vas? Les deux personnages cohabitent, mais il n'y avait pas encore le nom bacala. Il est venu un peu plus tard. Mais j'ai toujours été un monsieur de la belle ambiance. Hein. Ça, moi, j'avoue, je suis un typique Congolais. Et ça, je le reconnais. Je ne vais pas m'en cacher. J'aime bien la belle ambiance, j'aime la bonne musique, j'aime sortir un peu, prendre un verre avec des potes et compagnie et tout et tout. Et ça, même quand j'étais encore à l'école secondaire. Donc, quand j'y vais, on arrive au Maroc, malgré qu'il y avait tous ces bouleversements, on ne se privait pas les samedis de sortir entre potes quand même. Quoi. Donc, on y allait quand même. Parle-nous de la naissance de Bacala. Alors là, c'était à l'université, déjà en école d'ingénieur, parce que là-bas, le deuxième cycle d'ingénieur s'appelle école d'ingénieur, d'accord? C'est après avoir fait des concours et compagnie, on va en école d'ingénieur. Je me rappelle en 2001, papa m'a fait sortir son album qui s'appelait Bacala Diakouba. J'étais un des seuls de ma génération qui était hyper fan de ce monsieur et de sa musique. En école d'ingénieur? Oui, en école d'ingénieur. J'étais dans ma chambre. Alors, on avait des super gros PC à l'époque. Hein. Ce n'était pas les petits PC avec des écrans plats, mais bon, les gros. Et il y avait des écrans de veille. Alors, moi, dans mon écran de veille, je mettais Bacala Diakouba, qui oscillait de gauche à droite et tout. Alors, toutes les personnes qui venaient dans ma chambre, il y avait l'écran qui était juste en face. Et on voyait Bacala Diakouba. Du coup, en école d'ingénieur? Oui, on m'appelait Bacala Diakouba. C'est parti de là. C'est parti tout bonnement de là. C'était en 2001.
Nous sommes en 2024 et ça fait donc 23 ans que ça dure. Il y a une croyance populaire qui dit que bah, musicien, bah, baby Sarabatou. Mais comment, en école d'ingénieur, on a comme référence Papa Wemba jusqu'à devenir fan au point de devenir une incarnation de ce qu'il est. Est-ce que c'est pas contradictoire? Moi déjà, la petite anecdote, c'est ce monsieur ou ces messieurs, ils m'ont aidé à avoir mon diplôme. Comment? Je faisais mes exercices de maths avec des écouteurs et leur musique dans les oreilles. Et finalement, quand je faisais mes examens étaient faits chaque fois en musique. J'avais plus besoin de brouillon. Donc la musique, finalement, elle m'a aidé. Donc du coup, et voilà, c'est pour ça que moi j'affectionne énormément la musique congolaise. Après, quitte à dire que Babé Bissaka, non, moi je pense pas, c'est pas leur rôle d'éduquer les gens. Il y a la famille est là pour éduquer, l'école est là pour éduquer. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on est en démocratie, on vote des personnes à plus d'1 milliard de dollars, hein, les élections elles ont coûté, pour pouvoir nous permettre d'avoir de bonnes éducations, des bonnes lois et compagnie. Mais si le même musicien parlait d'une Joconde dévêtue, on l'enverra en prison. Pour moi, c'est pas leur rôle d'éduquer. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et après, ce côté congolais fait que moi, j'aime aussi des fois les petites déviations des musiques. Voilà, ça fait marrer, quoi. Ça fait rire. Ça détend. C'est tellement bien dit que je ressens presque cette harmonie qui coexiste finalement entre ce qu'on peut devenir, qu'on se construire avec ce côté artistique qu'apporte la musique. Mais pourquoi Papa Wemba? Parce que c'est pas le seul artiste de sa génération. Il y a beaucoup d'artistes qui se distinguent aussi d'ailleurs. Pourquoi lui en particulier? Est-ce qu'il y a une raison qui fait il incarne finalement cette superstar que tu portes dans ton cœur, ou c'est le fait du hasard? Est-ce que tu l'as connu personnellement? Est-ce qu'il y avait une histoire? Je l'ai connu après. J'ai commencé par être fan. D'ailleurs, ceux que vous avez cités, je les ai connus après. J'ai commencé par aimer la musique. La musique, c'est de l'art, c'est une question de feeling. Pourquoi vous aimez, par exemple, la glace à la vanille plutôt que la glace à la fraise? Voilà, c'est une question de feeling. Voilà, j'adorais sa musique, les sonorités. Il semblerait que j'ai un peu l'oreille musicale aussi. C'est-à-dire que j'aimais bien les écouteurs depuis très longtemps. J'aimais bien la musique, j'aimais bien comment ça se fait. Et puis voilà, donc c'est pas parce que après je l'ai connu, après on est devenu assez proches. Quand je suis rentré finalement en 2009 à Kinshasa, où je participais souvent à ses concerts, donc on a fini par se connaître et devenir assez proches. Mais non, c'est par feeling, parce que j'aimais bien ce qu'il faisait. Et la vérité, si je mens, c'est que je pense que toutes les personnes qui reflètent mon mode à moi d'exécution, c'est-à-dire la passion dans ce qu'on fait, la discipline dans ce qu'on fait, aimer vraiment de façon ardue ce qu'on fait, le résultat s'en découle. Et le résultat, c'est du ressenti. Et moi, je suis sensible à ça. Et je pense que lui, il était hyper talentueux. Comme l'est aujourd'hui, par exemple, un Fally Ipupa que j'adore. On va y arriver, on va y arriver. Comment tu vis sa disparition? C'était assez particulier parce que, je le savais qu'il se sentait pas très très bien, mais pas jusqu'au point de nous quitter. C'était un peu triste. D'ailleurs, je me rappelle, c'était en 2016, ouais. Moi, c'était au mois d'avril. Je me mariais. Lui n'avait pas pu venir à mon mariage parce qu'il devait partir à Abidjan. Alors, mais pourtant, on se parlait souvent, même quand il était parti et tout. Même le jour de mon mariage, il m'avait appelé. Puis après, j'étais parti, avant de rentrer à la maison, parce qu'on était à l'hôtel et compagnie et tout, avant de voyager. C'est en rentrant à la maison qu'un certain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Tu viens à peine te marier, ton téléphone sonne le matin, tu ne décroches pas forcément, parce que tu es dans la chambre. Mais finalement, celle qui était mon épouse à l'époque, elle dit, mais décroche, on n'arrête pas de t'appeler. Quand je décroche, on me donne la nouvelle. Je dis que non, c'est pas possible, je sais qu'il était à Abidjan, il n'y a pas longtemps qu'on a parlé et tout. Et au fur et à mesure, les appels n'arrêtaient pas de venir, jusqu'au moment où Marie-Laure Yaoné, qui était son assistante, m'appelle et me le confirme. Et franchement, c'était un gros choc. Ah oui, c'était une grosse onde de choc pour tous. Hein. Moi, je me rappelle, j'étais à Johannesburg
avec un ami. On sortait dans un Nike, un factory Nike, un magasin qui fait des marques de Nike, et on était sur nos téléphones et on a appris la nouvelle. On s'est arrêté pendant 5 minutes pour absorber le choc. Alors, donc, on a compris d'où est venu Bakala. Donc, c'est vraiment de ton oreille musicale, de l'amour de la musicalité pour Papa Wemba. On a aussi compris que ça ne t'a pas empêché d'être en école d'ingénieur. J'insiste parce que de ce qu'on sait, c'est pas donné, c'est pas facile, avec 2 ans de prépa, si je ne me trompe pas. Oui, moi je suis passé par la fac, et la fac avait plus de contraintes que l'école prépa. Parce que quitter Kinshasa et aller en prépa Maroc, c'était pas possible, parce qu'on n'avait pas forcément le même bac. Donc on devait passer par la faculté, et il y avait des conditions qui étaient assez draconiennes, je l'avoue, pour pouvoir passer des concours qui vous permettaient ensuite de choisir une école d'ingénieur suivant le classement que vous aviez. Alors moi, l'école dans laquelle je voulais absolument postuler, il y avait à peu près 120 personnes. On devait en prendre, je pense que 30. J'étais le 8e du concours, et ce qui m'a permis de choisir l'école que je voulais, c'était l'École nationale des travaux publics, où j'ai fait ma formation en génie électrique. Mais il me revient souvent, et puis je l'ai entendu aussi de la génération de nos pères, que les Congolais vont toujours briller à l'étranger. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Est-ce que tu penses que ton passage en RDC, au Collège Boboto, va justifier de ta capacité à te positionner 8e sur ce classement, ou tu vas plutôt le mettre sur le compte de tes facultés personnelles qui sont finalement une combinaison de ta discipline personnelle, ta capacité à faire la part des choses et à te concentrer sur un objectif? Qu'est-ce qui contribue? Est-ce que c'est le niveau d'instruction que tu as ici? C'est toi-même? Ou c'est une combinaison des deux finalement? Et qu'est-ce que tu penses de ce qu'on dit, que les Congolais sont souvent brillants aux études Bon, à l'étranger? je vais faire mon congolais. C'est quand même lié un peu à moi, quand même. Je pense que quand on sait, on sait. Et quand on peut faire, on peut faire. Après, je considère que... Moi, j'aime beaucoup la phrase qui dit que c'est pas les plus intelligents qui survivent, c'est ceux qui arrivent à s'adapter. Et je pense que la meilleure forme d'intelligence, finalement, c'est l'adaptation. À partir du moment où on a suffisamment d'humilité pour comprendre que là où on va, il faut commencer par découvrir, je pense qu'on finit toujours par y arriver. D'accord ? Et voilà, pour moi, c'est ça qui est fondamental. Donc, quel que soit le niveau, le niveau qu'on avait ici, parce que bon, qu'on se le dise, le Loupio, Collège Oboto, ce sont de bonnes écoles. C'est vrai que les programmes sont un peu différents, parce que nous, on est le système belge, au Maroc, c'est le système français. Mais on finit toujours par y arriver, parce que bon, la science, elle est universelle. Avec un peu de concentration, beaucoup de passion, on y arrive. D'ailleurs, je me rappelle, pour l'anecdote, à mon 2e semestre, ma première année, mon premier semestre était merdique, hein, vraiment chaotique. Mais mon 2e semestre, je me rappelle que la veille d'un de mes examens de cours de maths, je suis parti au cinéma. Je suis allé sur un film. Même que les potes avec lesquels j'habitais, ils disaient « Ouais, mais tu deviens arrogant, là, ça veut dire quoi ?» Je dis « Non, mais pas du tout. Une fois que tu as compris les clés, ça y est, c'est bon, t'es prêt, t'es prêt. » Je pense que j'avais bûché tous les livres de maths possibles, j'avais fait tous les exercices possibles, et les notes que j'avais eues ont permis d'éliminer les mauvaises notes que j'avais eues au premier semestre, et de passer en première session. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ces capacités personnelles, c'est fondamental. Ensuite, il y a une forme de discipline, d'humilité, d'abnégation, du sens du devoir. C'est-à-dire que voilà, bon, je suis là pour une mission. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Alors, je n'ai qu'à le faire. Voilà. Excellent. Donc, on a compris tout à l'heure l'appel de l'ange qui te dévie d'une probable... d'un obscurantisme impossible. Qui aurait pu faire de toi un acteur très connu aujourd'hui. Oh là là. En plus, figurant pour passer 2 secondes dans un film. Exactement. Et je dis même pas combien ça paye, hein, c'est honteux. Bon. Donc, on a l'appel de l'ange qui te remet sur ta trajectoire finalement. Et donc, tu finis tes études, tu y arrives, encore une fois, sans échec, sans rater une seule année. Et comment se fait la transition finalement? Est-ce que tu finis, tu reviens au Congo, ou est-ce que tu travailles sur place? Et si tu travailles, comment ça se fait? Parce que je suppose que tu es à l'étranger, tu n'as pas de piston, il n'y a personne qui envoie ton nom à quelqu'un, tu n'es pas aidé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Bon, je termine l'école, je finis sans échec, c'est vrai. En plus, je finis le premier. J'étais quand même major de ma promotion aussi, en génie électrique. D'ailleurs, j'ai une belle photo que je garde dans mon téléphone et que je pose de temps en temps. C'est même le ministre des Travaux publics qui m'avait remis mon cadeau. Après là, de toute façon, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'objectif. Et je fonctionne généralement par cycle de 5 années. 5 années d'études, je me suis dit qu'après mes 5 années d'études, je vais faire 5 années de boulot, de travail. Donc il fallait que je reste au Maroc. Et même qu'en quittant le Maroc en 98, le 1er octobre 98, je disais à mes parents et à tout le monde que moi je ferais 10 ans et je reviendrai. C'était ça mon objectif. Donc 5, 5. J'ai fait mes 5 années d'études, donc je me suis dit que allons-y chercher le boulot maintenant pour faire 5 années d'expérience professionnelle. C'était pas facile parce que le Maroc est un pays qui fonctionnait avec ce qu'on appelle la préférence nationale. C'est-à-dire qu'à diplôme équivalent, c'est un Marocain qu'on embauche. Donc il fallait pouvoir démontrer qu'il n'y avait pas forcément ce profil. Mais comment on fait? Dieu merci, je tombe dans un bureau d'études d'ingénierie du bâtiment toujours, qui appartenait à un Français. Dès lors que ça appartenait à un étranger, il avait un quota pour les étrangers dans sa boîte. Absolument. Et moi, j'ai donc profité de ça, parce que le courant était bien passé avec ce monsieur. Et je ne vous dis pas, après avoir envoyé plus de 100 CV à la même personne, je pense avoir terminé 2 rames de papier de CV, de lettres de motivation, en train de chercher un boulot. J'ai fait 6 mois. Et c'est finalement le 9 février 2004 que je commence à travailler à la Société marocaine d'ingénieurs conseil. Et là, je me suis dit que j'allais faire mes 5 années avant de rentrer à Kinshasa. Ça s'est bien passé? Excellent. Qu'est-ce que tu Excellent. retiens de ton passage là-bas? Passage, premier projet que je fais, c'est le centre d'études nucléaires de la Mamora. Et spécialement le bâtiment qui avait le réacteur nucléaire. C'est-à-dire que c'est le bâtiment le plus complexe à faire de ce projet-là. Je tombais dans un nouveau monde. Oui, connaître les formules, c'est très très bien. Mais comme on dit, la théorie sans pratique. Et il y a une phrase de Einstein qu'il faut que je retrouve, mais pour dire que la théorie sans pratique ne sert absolument à rien, est inutile, et que la pratique sans théorie est aveugle. Là, maintenant, il fallait mélanger les deux, théorie et pratique. Et j'ai fait mes classes dans ce bureau d'études, et je remercierai toujours mon premier employeur, donc M. Morin, qui m'accompagnait, qui me permettait, qui m'a permis de remettre comme il fallait le dossier au final, et le bâtiment existe. Tu profites de ta dernière expérience au Maroc pour préparer justement ton arrivée à Kinshasa. Exactement. Pourquoi? Parce que quand je travaillais, j'avais déjà en tête, à partir de ma 2e année, j'aimais tellement le travail que je faisais. Donc vraiment, j'avais beaucoup mis de passion dedans. Comme je me suis dit, je vais essayer de faire la même chose à Kinshasa. Donc c'est vrai que j'ai fait quelques vacances après en venant à Kinshasa pour voir comment le bâtiment se passait un peu. Et c'est là où j'avais compris qu'il fallait pas seulement me cantonner sur ma partie électricité, mais tout ce qui était technique. Donc élec, clim et plomberie. Donc en rentrant chaque fois, je m'auto-formais là-dedans. Et en même temps, comme je dis, c'est-à-dire que ma dernière année, le dernier mois de travail, on m'a demandé finalement d'organiser le bureau comme il devait être. Et j'ai trouvé que c'était une super aubaine. Donc du coup, je faisais et les documents pour la boîte où je travaillais, et en même temps pour ce qu'allait devenir mon entreprise ici à Kinshasa. C'est un parcours remarquable, hein. Donc, on quitte le collège Boboto, on arrive au Maroc avec toutes les difficultés, changements culturels, on arrive à s'installer, on met en place une rigueur pour pouvoir travailler, s'amuser, vivre de sa passion et de son travail et avoir un projet concret à l'esprit et surtout une belle organisation. On a vu un très bon rapport avec les ressources que tu génères, mais toujours focalisé sur une vision. Je pense que c'est important d'avoir une vision, de savoir où l'on va. Ensuite, c'est le retour du Christ. J'ai pas oublié ça. Ouais, tout à fait, ouais. Je reviens à Kinshasa le 24 décembre 2009 à minuit 00. C'est formidable parce que Royal Air Maroc atterrissait à ces heures-là, et ce jour-là atterri à minuit. C'est ma mère qui était venue me chercher à l'aéroport. Déjà, quand elle me voit, elle ne me reconnaît pas parce que, en entendant, j'avais pris 30 kilos, je pense. Je suis passé de 72 kilos à 102 kilos. Alors, je lui ai dit, maman, ça va, tu ne me reconnais pas? Elle fait, hé, Patrick. Je lui ai dit, ouais, le Christ est de retour. Alors, c'est ce retour qui va être la base de la grosse transition qui va s'opérer, parce qu'entre-temps, on va passer de Bacala à Bacalos.
Et la grosse question qu'on se pose tous, est-ce que tu as payé 100 000 dollars? On est des bantous, on parle pas d'argent. En toute franchise, parce que... On est des bantous, on parle pas d'argent. Alors, comment... Bon, après c'est le travail, d'accord? De toute façon, on est potes et je crois qu'il permettra que je dise ça. C'est que quand il s'agit de travail, on s'amuse pas. On peut être potes, d'accord? Mais quand il faut travailler, voilà, il faut payer ce qu'il faut. Alors, Voilà. parle-nous du voyage. Comment Bakala Diakouba devient Bakalos? Parce que finalement, aujourd'hui, tout le monde t'appelle Bakalos. Bakala, Bakalos, c'est même devenu un mélange des deux. Mais comment se fait cette transition? On a bien compris que tu aimais la musique, que tu avais un profond respect pour ce travail artistique, que tu admirais les musiciens pour leur art. Mais encore une fois, pourquoi Fally? Comment la transition se fait? Comment la rencontre se fait? L'amitié naît de quoi? Et qu'est-ce que surtout vous partagez? Parce que... c'est peut-être l'occasion de le dire ici, c'est un artiste qui se démarque à plusieurs égards. On se connaît, oui, quand je reviens, on apprend à se connaître par l'intermédiaire d'un frère et ami pacifique, Kilo Bravo, comme on l'appelle. C'est lui qui me le présente, parce que lui aussi était au Maroc avec moi, mais il est rentré beaucoup plus tôt. Et on est des bons vivants aussi de la même manière et compagnie. Et lui, il connaissait déjà Fally. Donc du coup, c'est lui qui me le présente. Pas forcément me prendre par la main et on part chez lui à la maison, non. C'était, il dit viens, on part à tel concert, on aime ça. Donc on partait au concert, c'était beaucoup de concerts à l'Atmo à l'époque, on y allait régulièrement et on avait toujours les meilleures places. Donc à un moment donné, bon, on connaît un peu les Mabanga et compagnie, donc il fallait dire à Pacifique, mais ton pote là, Naboua Kainengeni, tu vois. Passy me dit, bon, tu veux quel nom? Je lui dis, oui, mais comme au Maroc, hein, Bakala, c'est mieux, comme ça restera mon nom de scène. Alors, il dit, ok, et puis c'est de fil en aiguille, Pacifique, il travaillait beaucoup à l'est du pays, à cette époque. Donc, du coup, moi, je restais là. Et il y avait certains concerts où je venais plutôt seul. Et quand on se voyait, ben voilà, le courant est passé, on discutait. Et on s'est rapprochés au fur et à mesure parce que c'est vrai qu'il est hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous communique une énergie, vous n'avez pas idée. Hein, il a une vision claire de ce qu'il veut. Il est très calme et serein. Il a confiance en lui, une confiance vraiment enivrante. Et puis voilà, quoi. Et j'avoue que je vois plus ou moins des choses qui me correspondent aussi un peu. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'entend bien et qu'on se comprend bien. C'est-à-dire que voilà, quand on veut un truc, on commence par se donner les moyens pour le faire, et puis après, on y va. J'admire beaucoup ce que tu viens de dire. En parlant de Fally, tu m'en parles vraiment comme un ami et frère. Mais on va y revenir. Tu n'en parles pas juste comme un artiste, mais tu rajoutes ami et frère. On y reviendra. Donc, le Christ est de retour, comme on dit sur Kinshasa. Il monte sa boîte, mais... tu te bases sur quoi pour te dire que tu vas réussir? Ou est-ce que tu te lances à l'aventure en se disant si je fais bien les choses, ça peut marcher? Parce que tu viens quand même dans un environnement où il y a d'autres structures qui sont implantées. Alors, quand j'arrive, déjà les différents voyages que je faisais, je regardais comment ça se passait. Et que je savais fondamentalement que ce que moi j'allais faire, c'est être une niche. Pourquoi? Parce que en République démocratique du Congo, on connaît qu'un seul mot, architecte. L'ingénieur, c'est celui qui est au fait sur le chantier, le maçon, qu'on appelle ingénieur et compagnie. Et la culture d'ingénieur bureau d'études n'est pas vraiment mise en valeur ici. Si on parle d'ingénieur ici, ou bien on parle de bureau d'études, on pense directement au béton, à celui qui fait le calcul du béton. Donc du coup, moi je viens avec ma spécialité, électricité, climatisation et plomberie. Parce que dans un bâtiment, d'ailleurs j'avais fait une conférence là-dessus pour les anciens du Loupio, j'expliquais que la partie que moi je fais, nous sommes les anges qui donnons vie au bâtiment. Un bâtiment, c'est un squelette, avec après des carreaux, voilà, mais s'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de vie. Donc un bâtiment sans ces éléments-là ne vit pas. Et c'est là où moi j'interviens. Et c'est là où c'était ma niche. Maintenant, pour y arriver, c'est encore éventuellement un autre appel de l'ange, si tu veux. C'est vraiment un frère, Joe Amoupassa, qui était le jeune frère
de mon meilleur pote quand j'étais à Kinshasa, qui m'appelle, il me dit, Patrick, tu es revenu à Kin, il faut que je te présente un architecte, monsieur Marc Perazon, qui cherche, je crois, un ingénieur bureau d'études dans ton profil, je ne comprends pas très bien. Je lui dis, bon, très bien, il n'y a pas de souci. Donc je vais voir le monsieur, il dit, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? J'étais le bâtiment, en clim, vous pouvez faire quoi? Je commence à expliquer ce que je peux faire. En élec, vous pouvez faire quoi? Voilà, j'explique ce que je peux faire. Le gars me dit, ok, très bien, faites-moi une offre et je vous passe le dossier. Je fais une offre très, 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 très peu ambitieuse, mais je voulais absolument entrer dans le game. Il accepte l'offre et c'est là où je fais mon premier projet qui commence. Et de là, plein d'autres sont arrivés, une centaine à peu près. Est-ce que tu peux nous parler de tes plus beaux projets? Les plus beaux projets ne sont pas forcément les projets visuellement les plus attrayants. Mais il y a le premier d'abord, qui est l'immeuble Atrium. Je crois que vous le connaissez peut-être tous, c'est le siège de la Robank aujourd'hui, qui au départ n'était pas censé être le siège de la Robank, mais qui appartenait au même groupe. Mais finalement, ils décident de l'avoir en banque parce que la banque aussi explosait du point de vue de collaborateurs. Donc, ils ont décidé de lever l'option d'en faire finalement leur siège. C'est le premier. Donc, la première fois, c'est toujours celle qu'on n'oublie pas, Exactement. il paraît. Ensuite, j'ai travaillé aussi sur l'aéroport international de Njili, celui qui était appelé nouveau terminal à l'époque. C'est vrai que ce n'est pas le plus reluisant, mais c'était une très belle expérience parce que j'ai pu avoir de très bons contacts avec la marque avec laquelle j'utilise beaucoup de la climatisation que je fais aujourd'hui. Ils sont situés en Belgique, mais c'est une marque japonaise. Il y a quoi d'autre? Un autre bâtiment qui m'a permis justement de beaucoup plus me développer, c'est le fameux immeuble intelligent du gouvernement, dans lequel j'ai participé avec l'architecte Kim Kimwanga et son bureau d'études. Il m'avait pris comme consultant, pas comme bureau d'études, mais comme consultant pour travailler sur ce projet-là. Et ce projet m'a permis ensuite de travailler avec de très gros projets avec Utex Africa, donc, où on fait beaucoup de concessions. Je crois que ce sont des champions de l'immobilier ici à Kinshasa. Et voilà, donc ce sont des projets au fait qui ont été chaque fois marquants d'un tournant dans la carrière. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui se limiteront un jour à faire que des villas, mais après faire des concessions, c'est plus intéressant. Mais il y a aussi des projets d'immeubles. Et là, c'est un grand frère. Bon, j'aurais bien aimé citer son nom, mais il est hyper discret et il n'aime pas trop ça. C'est le propriétaire de Godlis, de Lys, où on fait beaucoup de bâtiments ensemble. C'est quelqu'un qui m'a accordé sa confiance alors que j'étais le petit Congolais, parce que bon, l'ingénieur congolais, c'est le petit Congolais de l'équipe, mais il m'a accordé beaucoup de confiance et aujourd'hui, on en fait beaucoup des projets et des grands projets. Très intéressant. Alors, comment ça se passe entre les projets? C'est des gros projets, je suppose, qui mobilisent énormément ton esprit, mais j'ai quand même noté que tu es de tous les voyages, de tous les grands concerts, de tous les grands rendez-vous de Fally Ipupa. Comment tu... Il faut être de bonne foi, il faut être de bonne foi, Terence. Ça fait pas longtemps que je commence à voyager. Il faut être de bonne foi. J'ai quand même fait 10 ans, je voyageais pas beaucoup. Il faut le reconnaître. Oui, mais en parlant des grands concerts, des grands rendez-vous que Fally a eu... C'est depuis 2019. Pourquoi? Mais pendant ce temps, j'ai quand même fait 9 ans. Il ne faut pas oublier que j'ai fait 9 ans. Je ne prenais pratiquement pas de vacances. Ça, il faut qu'on se le dise. 10 ans pratiquement sans prendre de vacances, c'est quelque chose de fondamental. Et j'étais hyper concentré dans ce que je faisais. D'accord, je pouvais partir un week-end, sortir, ou bien aller à Zongo, ou bien aller en boîte et compter. Mais non, je ne prenais pas de vacances pendant 10 ans. Ensuite est arrivé le concert, certes, de Bercy, où je décide, sur un coup de tête, je dis, ouais, je vais aller, en plus c'est mon gars, allons à Bercy, pourquoi pas. Donc, je vais au concert. Quand on revient, il y a Covid qui arrive en 2020. Et je pense qu'à partir de la Covid, le mindset, on parle de mindset, de beaucoup de personnes a changé. On s'est dit, profitons un peu plus de la vie. Et je pense que c'est à partir de 2020 que j'ai décidé de voyager un peu plus souvent. Je me disais, comme on dit en bon lingala, Moussa laissi la kate. Donc, on va faire des projets, on va rester sérieux, mais quand il faut faire un break, moi je fais un break.
Voilà. La semaine prochaine, d'ailleurs, je pars au prochain concert de Lyon. Mais c'est très bien de le dire parce qu'on veut vraiment que ce soit marqué dans les esprits. C'est pas pour rien qu'on a voulu t'avoir aujourd'hui avec nous. Mais il y a aussi quelque chose de très très important que j'aimerais que tu partages avec nous. C'est qu'il y a quelque chose au-delà de l'art qui t'unit finalement de Fally, qui fait qu'il y a la dimension ami et la dimension frère. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que vous avez finalement des personnalités presque identiques. Qu'est-ce qui vous unit si fort? Je sais pas trop. Après, je sais pas. C'est psychique, c'est inné. Je sais pas. Mais j'ai commencé par être fan. Hein. Moi, je lui répète souvent. Alors, je fais allusion au goût du travail, à oui, la effectivement. rigueur. Donc finalement, il y a quelque chose de très fort qui vous unit. Comment tu peux nous en parler? Ouais, comme je dis, c'est certainement inné quand même, parce que on s'entend bien, on partage beaucoup de valeurs en commun, loyauté, intégrité et compagnie, et aussi la passion pour ce qu'on fait. Je sais que je travaille beaucoup, énormément. J'ai vu très peu de personnes travailler des fois autant que moi, je le dis humblement, certes, mais lui, je l'ai vu travailler, parce que je suis allé des fois en studio pour 15 ou 30 secondes d'un morceau d'une chanson, il fait plus d'une heure, quoi. C'est impressionnant. Et il sort comme un athlète, parce que des fois, c'est climatisé, mais il sort en sueur, tu vois. Et c'est vraiment impressionnant, c'est impressionnant. Et ce goût du travail, ce goût de... des fois, on peut être là, en train de chiller. À un moment donné, il a une inspi. Voilà, il fredonne, il enregistre pour lui-même et compagnie et tout et tout. En fait, c'est quelqu'un qui atteint ce que moi j'appelle mastery, comme Robert Greene dit, c'est atteindre l'excellence. C'est-à-dire quand vous faites plus de 10 000 heures de quelque chose de façon ultra passionnée, vous atteignez ce niveau-là. Et je pense que c'est dans ça aussi qu'on se ressemble. Parce que moi, dans le domaine que je fais, j'essaye en tout cas d'atteindre aussi cette excellence-là. Dès qu'on arrive quelque part, on sent que voilà, il y a eu la touche de Domotech, qui est mon bureau d'études dedans. Et puis voilà, et on se comprend, voilà. Et puis après, ce n'est pas après que toute notre vie, on parle que de boulot, que de machin. Après, voilà, on est devenu proche, on parle de tout et de rien. Hein. Frères et amis, voilà. on a retenu. Patrick, un grand merci d'avoir accepté de nous partager un bout de ton histoire. Je suis convaincu que ce n'est pas la dernière fois qu'on t'a dans Congo Mindset parce qu'on ne sait pas tout dire dans le temps qui nous est imparti. J'aimerais quand même avoir, pour finir, ton mot parce que c'est Congo Mindset, c'est inspirer, c'est motiver, c'est transformer les mentalités. Tu vis en RDC depuis plusieurs années, tu connais notre environnement, tu connais les défis, les challenges que nous avons, tu as la chance de sortir du pays, de voir ce qui se passe ailleurs. Dans le concert des nations, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu nous recommandes pour pouvoir être compétitif et élever le niveau des personnes qui nous suivent? Alors ça, je vais essayer de reprendre les mêmes phrases que je dis à mes collaborateurs, ceux qui travaillent avec moi. C'est que n'ayons pas la malédiction du Congo, c'est-à-dire de n'avoir que le potentiel. Le potentiel, c'est quelque chose qu'on a mais qu'on n'exploite pas. En physique, il existe ce qu'on appelle l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Tout ce qui met les choses en mouvement, c'est le cinétique. Ce qui permet au potentiel de transmettre de l'énergie et finalement créer de la richesse. C'est-à-dire qu'il faut qu'on bouge. Hein, il faut qu'on bouge, il faut qu'on travaille, il faut qu'on soit concentré, il faut qu'on arrête d'être des fois des petits esprits. J'ai remarqué que c'est devenu un peu compliqué au Congo parce que tout le monde demande. Tout le monde attend quelque chose. Mais à quel moment on fait? À quel moment on se met en marche? À quel moment je décide, moi, de produire? Oui, il y a des gens qui vont vous demander des fois des sous parce qu'ils veulent dédouaner une voiture qu'ils ont reçue je ne sais comment, qu'ils ont acheté. Pour moi, c'est pas la mentalité. Je me rappelle quand on était plus jeune, on pouvait laver la voiture d'un vieux du quartier sans demander un franc. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, voilà, pour un petit rien, on veut des cadeaux, on veut qu'on nous offre un billet d'avion. Finalement, avec le recul, on demande des choses qu'on peut soi-même s'offrir si on travaille un peu, si on est un peu courageux, si on est un peu patient. La patience est amère, certes, mais son fruit est savoureux. Donc, je pense qu'avec de l'abnégation, du travail et du sérieux, hein, juste un peu de sérieux, je crois que
Franchement, on peut y arriver parce que ce Congo est bourré de talent et bourré de potentiel. Et c'est vrai, bon, mes collaborateurs, s'ils suivent ça, ils diront ouais, parce que c'est vrai que je suis un caractère aussi un peu impulsif, mais je n'arrête pas de leur dire, remarquez qu'à chaque fois que je vous donne la petite étincelle, vous faites. Vous avez besoin de ça. J'ai dit que je veux que vous deveniez autonome, que vous arriviez de par vous-même à dégager le potentiel, parce que tout ce que vous faites, vous le savez, mais vous ne le faites pas ressortir. Peut-être après que c'est aussi peut-être le travail que devra faire pas les musiciens, mais peut-être le ministère de l'Éducation, c'est-à-dire faire en sorte que les programmes de l'école, de l'université, poussent les apprenants à donner plus d'énergie. Moi, je me rappelle, j'étais dans une école d'ingénieurs, certes, mais on faisait des exposés sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec l'ingénierie, parce qu'on voulait nous apprendre à nous exprimer, à parler, à donner ses avis, à donner ses points de vue, et de ne pas avoir peur de dire une connerie. Parce que voilà... la bêtise n'existe pas. La bêtise n'existe pas. De toute façon, j'adore le livre de Charles Pépin qui dit La vertu de l'échec. Ben, on n'échoue pas quand on n'a pas essayé, quoi. On dit pas de conneries quand on n'a pas dit. Et après, on se fera corriger comment? Parce que ce qu'on n'a pas dit, on le garde en tête. Et peut-être que ça devient une vérité. Et c'est ça qui est dommage. Donc vraiment, il faut transformer l'énergie potentielle en énergie cinétique. J'adore. Excellente chute. C'est Congo Mindset. C'est l'appel à l'action pour transformer votre mentalité. Je pense qu'on a adoré ce moment passé ensemble, Patrick. On se dit à très bientôt. Et encore une fois, merci. Générique de fin, vous mettez Bakalos. Bakalos.